Salut les terriens, nous avons pas mal de choses à dire ce soir et bien évidemment nous reviendrons sur ce 11e vol qui pour le coup, ne faisant pas de suspense inutile, est un véritable succès. Et ça fait du bien, à la fois pour les passionnés du programme Starship, mais également aux équipes de SpaceX qui cette année ont eu du fil à retordre avec le 2e étage, cette V2 qui nous fait la politesse de partir avec les honneurs. Bon vous êtes prêts? Allez-y, on décolle pour Boca Chica. Pour démarrer en douceur ce tour d'inspection chargé, allons-y avec beaucoup de légèreté, tel un super heavy qui flotterait au-dessus des airs, avant d'être déposé délicatement comme une plume sur la table orbitale du pad A. Bon bien sûr, l'installation d'un gigantesque booster comme celui-ci sur une petite table orbitale qui paraît bien fragile en comparaison, vous vous en doutez, ça n'a rien de léger ni de facile, et pourtant c'est bien cette technologie incroyable qu'a patiemment déployée SpaceX sur son terrain de jeu. Une manœuvre effectuée avec les bras de la tour qu'on n'est pourtant pas près de revoir ici, à l'endroit même où a été forgé le destin du Starship, et pour cause, le pad A, juste après ce 11e vol, devrait être reconfiguré pour correspondre en tout point au pad B, déjà pourvu d'un pas de tir de dernière génération. C'est donc une reconfiguration complète à venir pour ce pas de tir mythique de Boca Chica, dans le but bien évidemment d'être en mesure d'accueillir très bientôt la V3 des 2 étages. Mais revenons à l'assemblage des 2 engins, cette manœuvre incroyable à laquelle nous sommes désormais tous habitués, et qui pourtant, 4 ans et 2 mois auparavant, était réalisée à l'aide d'une simple grue. Et oui, les plus anciens d'entre vous, ceux qui sont abonnés au Journal de l'Espace depuis les tout débuts de ma chaîne le savent bien, une tour dotée de bras pour assembler 2 étages d'une fusée, ce n'était pas juste un rêve façon science-fiction cyberpunk, mais bien un projet que SpaceX avait à l'époque pris très au sérieux, même quand de nombreux détracteurs se marraient doucement, en attendant de voir le résultat. Bon le résultat on le connaît, et aujourd'hui pour nous tous c'est devenu une simple routine qui fait partie des process d'avant-vol. Sur la photo que partage avec nous Ship20 sur X, il s'agit bien du S20 et du B4, les tout premiers prototypes qui avaient servi de cobaye pour un tout premier assemblage. Et ouais, que le temps passe vite. Bon, vous l'avez compris, en regardant les photos qu'on vient de vous montrer, les 2 étages, le S38 et le B15.2 ont bien été assemblés dans la journée de samedi dernier. Des images ici rapportées par Cosmic Perspective dont on ne se lasse pas, et pour cause, cela reste un exploit à chaque fois et une véritable source d'émerveillement puisque cette fusée, la plus puissante au monde une fois assemblée, est aussi haute qu'un gratte-ciel. Il faut dire que cette étape, toujours très impressionnante, est mise en scène à un degré tel qu'il devient difficile de choisir parmi le flot d'images qui inondent les réseaux, tant les passionnés du programme Starship sont nombreux et tant la Starbase reste accessible par la route numéro 4, faisant ainsi que de simples touristes curieux et passionnés se regroupent par opportunité autour de la fusée phare de SpaceX. L'entreprise en rajoute bien sûr toujours une couche pour notre plus grand plaisir, avec des images également à couper le souffle, bref un parfait teasing pour un événement qui pourtant n'est que le 5e vol du Starship cette année, au lieu des 25 prévus initialement. Alors, même s'il est vrai que la V2 du 2e étage du Starship n'a pas véritablement rassuré quant à sa viabilité, en tout cas pas dans sa conception actuelle, nous avons eu tout de même droit à 5 vols au cours de cette année 2025, et c'est toujours mieux que 4 vols en 2024. D'autant que le bloc 3 arrive, garant qui sait d'un bond technologique majeur. C'est justement pour cela que le 11e vol, prévu alors pour la nuit de lundi à mardi à 18h15 heure du Texas et donc 1h15 heure de Paris, continuait encore d'attirer du monde dans la lagune de Boca Chica durant tout le week-end. Cependant, ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas la foule qui commençait à camper ici ou là pour remporter le trophée de la meilleure photo, mais bien ce 2e étage mitraillé alors sous toutes les coutures pendant qu'il était soulevé par les bras de Mekazila. On le voit d'ailleurs sortir du second Megabay quelques heures auparavant sur le site de production, après avoir reçu les 8 simulateurs Starlink qu'il devra livrer au noir profond et au froid de l'espace, au moins aussi bien que l'a fait son prédécesseur, le S-37. Au passage, vous aurez peut-être remarqué cette flotte de Cybertruck acquise par SpaceX récemment, dont Mathias parlait samedi soir dernier et qui seront chargés de convoyer les prototypes d'un site à l'autre. Il est vrai que tout est bien raccord niveau design et donne une petite couche très acier inoxydable.
Mais restez concentrés s'il vous plaît, car certains d'entre vous l'auront sûrement remarqué, le S38 est côté pile comme côté face, tout particulièrement intéressant. Et oui, une petite nouveauté ici, avec des tuiles réparties de façon homogène sur l'intérieur de ses ailerons arrière. Certes, c'est une première qu'on explique aisément quand on sait que la priorité de SpaceX c'est de créer un bouclier thermique absolument fiable. On a souvent vu les ailerons arrière de la V2 se faire grignoter, assez en tout cas pour comprendre que le prototype en question n'est absolument pas un deuxième étage du Starship abouti. SpaceX va donc tester l'ajout de tuiles à l'intérieur des ailerons. Il faudra suivre ça de près car ce test nous en apprendra sûrement beaucoup sur le développement de ce dispositif protecteur du Block 3. Nous avons des tests également sur la partie ventrale du vaisseau, celle qui sera la première exposée à l'enfer plasmique d'une rentrée atmosphérique. Cette fois-ci, les équipes ont retiré des tuiles par groupe de 4 et chaque zone de test semble répartie harmonieusement à différents endroits stratégiques de la surface du vaisseau. En tout et pour tout, ce sera environ 70 tuiles qui auraient été retirées du bouclier du S38 pour ce 11e vol. Il ne restait alors plus qu'à tester l'engin une bonne fois pour toutes et nous préparer à une soirée d'anthologie avec l'espoir que cet événement ne serait pas reporté à une date ultérieure. Et comme d'habitude, nous avons eu le droit à des images prises par drone à vous couper le souffle, le soleil couchant sur le golfe du Mexique, ajoutant inévitablement à la romance du Starship, comme si les deux étages étaient deux mariés prêts à en découdre avec les cieux pour le meilleur et pour le pire. Bon, ça suffit pour les envolées lyriques, SpaceX avait en tout cas sorti les caméras et ses objectifs les plus performants afin de nous retransmettre au mieux la magie de cet événement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus les terriens puisque le lancement a eu lieu sans encombre avec 24 moteurs recyclés de précédents vols, une ascension nominale, sans heurts, dans un ciel sans aucun nuage. Il faut dire que la météo était à 80% favorable avant le vol, les conditions étaient donc optimales. Puis vient l'étape de séparation, là aussi parfaitement maîtrisée. À ce stade, on est encore un peu en attente de ce qui va se produire après, car pour cette V2 cette année, les ennuis commencent généralement après. Vient ensuite l'extinction des moteurs du vaisseau, sans aucune explosion dans le compartiment moteur s'il vous plaît. Là on peut dire que son 11e vol commence à sentir bon la réussite. Puis vient le moment de la livraison des faux satellites Starlink, et là aussi la manœuvre se passe merveilleusement bien comme sur des roulettes. Pas de problème lors de l'éjection, un objectif atteint à 100%. L'autre test qui s'est bien passé également, c'est celui du rallumage d'un Raptor atmosphérique, sans explosion encore une fois. Un autre point important pour que SpaceX puisse entraîner sa V3 à un futur rattrapage du vaisseau, c'était la nécessité de tester la manœuvrabilité du S38 et de simuler l'angle d'approche du vaisseau lors d'un retour sur le site de lancement. De superbes images encore, que dire jusqu'ici, c'est un sans faute. La rentrée atmosphérique est nominale, pas d'image d'aileron grignoté, le S38 est en train d'affronter sous vos yeux l'enfer plasmique pour arriver à pleine vitesse, effectuer sa manœuvre et se remettre à la verticale afin d'amérir dans les eaux de l'océan Indien. Clairement, c'est une véritable réussite les terriens, on ne pouvait pas rêver mieux pour ce 11e vol, qui nul doute va clore l'année 2025 sur un succès complet et SpaceX en avait besoin. La marge de progrès est donc finalement énorme puisque nous avons commencé l'année avec 3 explosions et que nous la finissons avec 2 prototypes, le S37 et le S38, qui ont parfaitement exécuté leur mission. Je vous donne donc rendez-vous samedi soir où Mathias fera un résumé un peu plus poussé de son 11e vol, ainsi qu'une immersion de la V3 du 2e étage qui a montré le bout de son nez sur le site de production ce week-end. Bon, vous allez me dire qu'avec tout ça, il n'y a plus aucun doute, SpaceX va enfin pouvoir aller sur Mars avec son Starship incessamment sous peu l'année prochaine. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite justement. Lorsque le PDG de SpaceX affirme vouloir lancer le premier Starship inhabité vers Mars dès la fin 2026, la communauté spatiale oscille entre enthousiasme et scepticisme, et nous aussi. Cette déclaration, faite en mai 2025 dans une vidéo publiée par SpaceX, arrive à un moment paradoxal. Alors que l'entreprise enchaîne les échecs techniques sur la V2 du 2e étage du Starship, elle maintient pourtant un calendrier très ambitieux en dépit des revers précédents, mais aussi en dépit des énormes travaux qu'elle engage à la fois au Texas, mais également en Floride. Ainsi, nous sommes en droit de nous demander si cet objectif est réellement atteignable, et pour y répondre, il faut analyser l'état actuel du programme, les défis techniques restants, et surtout comprendre la philosophie qui anime SpaceX. Le choix de 2026 n'est pas arbitraire, la mécanique céleste impose ses contraintes, la Terre et Mars s'alignent favorablement tous les 26 mois environ, ouvrant une fenêtre de tir optimale pour minimiser la distance et la durée du voyage. En novembre et décembre 2026, cette configuration permettrait un trajet de 7 à 9 mois vers la planète rouge, contre potentiellement le double à d'autres périodes de l'année.
Rater cette fenêtre signifierait attendre jusqu'en 2028 ou 2029, un délai que Musk lui-même a reconnu comme possible dans sa présentation de mai 2025, où il évoquait une probabilité de seulement 50% de tenir le calendrier. Cette mission initiale ne transporterait pas d'humains, mais des robots humanoïdes Tesla Optimus. L'objectif serait de tester la fiabilité d'un atterrissage intact sur Mars, valider les systèmes de descente dans l'atmosphère martienne extrêmement fine, je le rappelle, et préparer le terrain pour les missions habitées prévues 2 à 4 ans plus tard. C'est une approche pragmatique qui rappelle les missions robotiques précédentes de la NASA, mais à une échelle sans précédent. Bon, l'année 2025 a été tumultueuse pour le Starship. Les 3 premiers tests de l'année ont particulièrement mis en lumière les défis techniques. En janvier, le vaisseau a explosé peu après le décollage, projetant des débris au-dessus des Caraïbes et forçant des avions commerciaux à modifier leur trajectoire. En mars, nouvel échec, et en mai, lors du vol d'essai numéro 9, Starship a perdu le contrôle et s'est désintégré environ 30 minutes après le lancement, victime d'une fuite de carburant provoquant une rotation incontrôlable. Ces échecs répétés du 2e étage ont déclenché des critiques virulentes. Comment SpaceX peut-elle prétendre atteindre Mars en 2026 alors qu'elle n'arrive même pas à compléter un vol orbital complet ? Pourtant, le 10e vol qui a eu lieu le 27 août dernier a marqué un tournant. Le S-37, l'avant-dernier du Block 2, a finalement accompli ses objectifs. Déploiement simulé de satellites Starlink, rallumage d'un moteur Raptor en orbite, rentrée atmosphérique réussie et atterrissage à 3 mètres de la zone cible. Après 3 échecs consécutifs, ce succès a démontré que SpaceX pouvait corriger ses erreurs et progresser même quand celle-ci semblait sceller le destin de ce programme comme certains espéraient secrètement. L'approche de l'entreprise, comme vous le savez déjà, est une philosophie d'ingénierie radicalement différente des acteurs traditionnels du spatial. Là où Boeing et Lockheed Martin passeraient des années en simulation et tests au sol avant un premier vol, SpaceX adopte le développement itératif rapide, construire vite, tester en conditions réelles, échouer si nécessaire, aussi échouer souvent, apprendre, corriger et recommencer. En fait, chaque explosion n'est ici pas vue comme un désastre, mais comme une source de données précieuses. Cette approche, bien que coûteuse en matériel, permet d'accélérer drastiquement le cycle de développement, et SpaceX prévoit d'augmenter exponentiellement la cadence de ses vols tests pour son énorme fusée, avec un rythme de lancement plus soutenu dans les mois à venir. Enfin même ça, ce n'est pas forcément gagné en raison de l'arrêt du gouvernement américain qui causera inévitablement quelques retards sur les autorisations délivrées. Toutefois, et si l'entreprise parvient à maintenir une fréquence d'un vol par mois jusqu'à fin 2026, cela représenterait quand même 15 à 20 essais supplémentaires, offrant autant d'opportunités d'affiner le système. Malgré le succès du vol numéro 10, d'immenses défis techniques subsistent avant qu'un Starship puisse atteindre Mars, tout d'abord avec le ravitaillement en orbite. Pour parcourir les 55 millions de kilomètres séparant la Terre de Mars, bien sûr on est ici dans la fenêtre de tir optimale, Starship nécessite de toute façon bien plus de carburant que ce qu'il peut emporter au décollage. La solution de SpaceX, c'est lancer plusieurs Starship citernes qui viendront transférer leur propergol au vaisseau destiné à Mars directement en orbite terrestre. Cette manœuvre de ravitaillement orbital n'a jamais été testée à l'échelle requise, elle implique des rendez-vous précis, des connexions étanches dans le vide spatial, des transferts de centaines de tonnes de méthane et d'oxygène liquide à des températures cryogéniques extrêmes. Un seul échec dans cette chaîne complexe, et c'est toute la mission qui s'effondre. La direction de SpaceX a explicitement reconnu en mai 2025 que la réussite de l'objectif Mars 2026 dépendrait principalement de la maîtrise de cette technologie. Ensuite vient l'atterrissage sur Mars. L'atmosphère martienne, selon le CNES, est 60 fois moins dense que celle de la Terre, ce qui rend la descente particulièrement délicate pour notre Starship. En effet, vous vous doutez bien que le 2e étage est bien trop lourd tel qu'il nous est proposé aujourd'hui pour un tel exercice, ce qui nous fait craindre le pire. SpaceX devra donc forcément combiner freinage atmosphérique, protection thermique avancée et allumage de moteur Raptor pour un atterrissage propulsif final. Les rovers de la NASA, infiniment plus petits et donc plus légers, ont mis des années à perfectionner leur système d'atterrissage. Le Starship, lui, avec ses 120 mètres de haut et ses 5350 tonnes au décollage, joue dans une toute autre catégorie, sans compter les dimensions de la bête avec les versions futures qui risquent de donner dans la surenchère. De façon similaire, le HLS, la version lunaire du Starship, bien trop grosse et complètement inadaptée à un alunissage, devrait être en principe priorisé par l'entreprise pour cette année 2026, mais pourtant, là encore, SpaceX ne semble avoir Dieu que pour Mars. La cadence de ce développement dépend aussi des infrastructures terrestres. Vous le savez si vous nous suivez chaque semaine, le complexe de la Starbase au Texas et maintenant celui de la Floride dont nous avons parlé récemment, s'il a connu des expansions majeures, reste quand même un gigantesque chantier à ciel ouvert.
Que les pas de tir soient bientôt opérationnels, en construction ou encore en cours de mise à jour, n'empêche pas le simple fait que pour augmenter la cadence des lancements, l'entreprise doit surtout absolument éviter des ratés dont elle seule elle se crée. En effet, les explosions diverses et variées, en vol ou au sol, ont aussi causé des dégâts collatéraux significatifs, à l'instar du S-36 qui a explosé lors d'un test au sol en juin dernier, tout en détruisant une partie substantielle de l'infrastructure environnante. Ces incidents ralentissent le programme et nécessitent des reconstructions coûteuses, même si bien sûr on ne peut que se féliciter de la résilience de l'entreprise et de sa capacité à reconstruire vite et bien. L'ambition martienne de SpaceX, qui s'inscrit dans un contexte d'une nouvelle course à l'espace, ne peut donc pas se permettre de telles catastrophes. La Chine, je le rappelle, prévoit d'envoyer sa mission Chang'e 7 au pôle sud lunaire en 2026, prélude à des ambitions martiennes propres. Certains experts parlent d'une course spatiale 2.0, c'est-à-dire plus du tout bipolaire, à l'instar de l'ancienne course à l'espace qui opposait les USA à l'ancienne URSS, mais bien multipolaire, impliquant de nombreuses nations. Cette rivalité pousse les États-Unis à soutenir les initiatives privées comme SpaceX, considérées désormais comme stratégiques pour la sécurité nationale. Sur le plan économique, l'industrie spatiale, valorisée à plus de 630 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 1800 milliards d'ici 2035 selon le World Economic Forum. Le Starship n'est donc pas qu'un projet d'exploration, c'est un système de transport réutilisable censé réduire drastiquement les coûts d'accès à l'espace, ouvrant la voie à des applications commerciales massives et humanitaires, pour ne pas dire militaires. Un outil technologique stratégique donc pour les Américains. Alors, SpaceX peut-elle vraiment envoyer un premier Starship vers Mars en 2026, même inhabité ? La réponse la plus honnête est « c'est techniquement possible, mais hautement improbable vu les délais annoncés et au regard des nombreux défis et obstacles qui se dressent sur le chemin de l'entreprise, sans même parler des incertitudes géopolitiques et économiques ». Certes, les arguments en faveur de l'atteinte de cet objectif très ambitieux sont valables. D'abord, l'historique de SpaceX qui est capable de surmonter des obstacles apparemment infranchissables, la capacité de mobiliser d'importantes ressources financières, d'accomplir de véritables exploits technologiques, à l'instar de son premier étage du Starship, tout en démontrant une véritable aisance à accélérer ses cadences de développement lorsque cela lui est nécessaire. Mais les arguments en défaveur d'un tel exploit pour 2026, quant à eux, sont tout aussi valables. Le ravitaillement orbital n'a encore jamais été testé, l'atterrissage sur Mars reste théorique pour un véhicule de cette taille, et les 3 échecs consécutifs du début 2025 ont fait perdre un temps précieux à l'entreprise, même si jamais bien sûr elle n'en fera grand cas dans les médias. Bon, même si, allez soyons fous, SpaceX réalisait un vol d'essai par mois dès cette année, et ce jusqu'à fin 2026, l'entreprise devrait tout réussir du premier coup, et chose encore moins probable sur des technologies jamais éprouvées. L'estimation d'Elon Musk lui-même était d'une chance sur 2, rappelez-vous, ce qui reflète une certaine conscience, une fois n'est pas coutume, de la proposition d'un agenda complètement dingue. Bon, vous me direz que l'histoire récente de SpaceX est jalonnée de prédictions optimistes constamment repoussées. En 2016, je le rappelle, la direction annonçait une mission martienne inhabitée dès 2018 et des humains en 2024. Nous sommes aujourd'hui fin 2025 et encore aucune mission martienne n'a décollé. Que SpaceX rate la fenêtre de 2026 ou la saisisse, l'essentiel se trouve bien sûr ailleurs. L'entreprise a déjà transformé l'industrie spatiale et démontré qu'un véhicule entièrement réutilisable de la catégorie super lourd ou super heavy est techniquement réalisable. Alors si ce n'est pas en 2026, ce sera peut-être en 2028 ou qui sait 2030. La question n'est plus si SpaceX atteindra Mars, mais plutôt quand. Pour la communauté des passionnés du spatial, ces années d'essais et d'erreurs sont fascinantes à suivre. Nous assistons en temps réel à l'écriture d'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale, où une entreprise privée ose ce que seules des superpuissances osaient auparavant. L'audace de SpaceX restera malheureusement toujours tempérée par le réalisme technique, qui lui ne se démodera jamais, un mélange des genres qui incarnera de plus en plus une aérospatiale performante, fiable et agile, permettant d'envisager un futur spatial plus ambitieux que ce que propose SpaceX, même si encore une fois, pour avoir des raisons de croire, rien de tel que des preuves et donc des faits. On se donne donc rendez-vous à la fin 2026 les terriens, afin de faire le bilan et voir ensemble si ce pari était trop ambitieux, ou si, contre toute attente, SpaceX aura finalement accompli l'impossible. D'ici là, chaque lancement du Starship demeure un spectacle, une véritable aventure à ne pas manquer, où se joue peut-être en partie l'avenir des voyages habités dans le système solaire. Et comme à chaque fois, le Journal de l'Espace sera là pour suivre ces événements avec vous. Merci les terriens pour votre fidélité à la chaîne, n'oubliez pas le pouce de YouTube. Pour ceux qui découvrent le journal de la Starbase, et bien surtout abonnez-vous. Pensez bien à partager la vidéo sur vos réseaux, c'est vraiment ce qui nous aide le plus pour faire performer la chaîne et faire perdurer les émissions. On se retrouve vendredi soir pour l'actualité spatiale de la semaine, à très bientôt les terriens.